Monsieur Soumaïla Cissé, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien ministre malien. Le Mali est en pleine actualité. Je vais vous interroger d'abord sur votre famille, qui est une illustration de la mosaïque du Nord. Votre père, si je me souviens bien, est Sonro. Songhai. Songhai. Votre mère? Elle est Peul. Continuez à énumérer. C'est vrai, je suis du Nord, je suis né à Tombouctou, d'un père Songhai et d'une mère Peul. Et ma famille est un peu l'exemple de ce qui se passe partout au Mali, une famille très brassée. Votre femme est Bambara? Ma femme est Bambara, c'est-à-dire du sud du Mali, et mon fils a épousé une fille arabe, du Mali aussi. Donc vous voyez qu'un peu toutes les composantes des ethnies maliennes se retrouvent dans ma famille. Et je pense honnêtement que la plupart des familles maliennes sont ainsi faites. C'est un pays de brassage, un pays d'échange. C'est pour ça que des problèmes ethniques au Mali, nous pensons que ces problèmes ne doivent pas exister. En réalité, ça n'existe presque pas. Vous avez raconté un jour une anecdote curieuse sur Tombouctou. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est vrai, vous avez raison. Vous savez, Tombouctou est peut-être la ville la plus connue d'Afrique. Mais beaucoup de gens s'imaginent que Tombouctou n'existe pas. Et quand on dit aller loin, aux États-Unis, on dit allez-y à Tombouctou, allez très loin. Et puis un jour, j'étais dans un aéroport américain, je pense même que c'est à Miami. Et puis en regardant mon passeport, le policier me dit « Mais vous êtes né à Tombouctou ?» Je dis « Mais oui, bien sûr. » Il me dit « Mais Tombouctou existe donc ?» Je dis « Mais bien sûr que Tombouctou existe donc. » Vous voyez, ça a été une découverte, mais malheureusement aujourd'hui, Tombouctou est... C'est le terrorisme. Voilà, c'était le terrorisme qui est là, c'est le djihadisme. Aujourd'hui, tout le monde sait que Tombouctou existe. Parce que, pas par la bonne manière, malheureusement, parce qu'il y a eu des groupes qui ont envahi le Mali, des groupes qui ont occupé Tombouctou, il y a eu des souffrances énormes à Tombouctou, des mains coupées, des femmes violées, flagellées. Et je crois que c'est ça qui, malheureusement, fait connaître aujourd'hui Tombouctou dans le mauvais sens. Sinon, Tombouctou a été autre chose. L'intervention française a été bien accueillie par la population, dit-on? L'intervention française a été bien accueillie par la population. Et quand le président Hollande est parti à Tombouctou, je crois que l'accueil, pour ceux qui ont regardé la télévision, a été un accueil grandiose. Un accueil grandiose, un accueil de reconnaissance. De libération. De libération et surtout d'espoir. Parce qu'il y a un chemin d'espoir qui s'est créé et les gens se sont dit enfin on va sortir de l'obscurantisme, enfin on va retrouver ce qu'a été Tombouctou, une ville de spiritualité, une ville d'accueil. Vous savez, on dit Tombouctou, une ville des 333 saints. 333 saints. 333 saints et une ville où il y a une très grande université dans le temps, l'université de Sankoré, vous savez. Les dégâts qu'ont provoqués les islamistes contre des... Oui, il y a eu des mausolées qui ont été profanés. De nombreux mausolées? De nombreux mausolées ont été profanés. On a une estimation? Je ne connais pas le nombre exact, mais il y a des mausolées qui datent du XIe siècle, XIIIe siècle. Il y a une très grande bibliothèque à Tombouctou. Il y a des manuscrits anciens. Les manuscrits ont été sauvegardés ou ils ont été... Il y a une bonne partie, heureusement, qui ont été sauvegardés à Bamako, mais il y a une partie par les conservateurs. Oui. Et puis il y a une partie qui a été malheureusement détruite. Mais il y a aussi, heureusement, des manuscrits importants quand même, pour compter à peu près 10% quand même de matériel qui a été détruit. Et il y a une partie qui reste quand même dans les familles, heureusement. Et bon, il faut numériser tout ça pour le sauvegarder pour l'avenir. Votre père était instituteur? Mon père était instituteur. Il a fait la fameuse école de William Pointy de Dakar, Sébikotane. Il a fait la guerre ici, en France. Participé au débarquement de Toulon, la Corse, etc. Et puis, dès qu'il est rentré en 1945, il a été parmi les premiers instituteurs à être envoyé dans le grand nord du Mali, dans les écoles nomades. C'est ainsi qu'il a... C'est quoi ces écoles nomades? Les écoles nomades, c'est des écoles qui étaient essentiellement destinées aux populations nomades du Nord, c'est-à-dire les Arabes et les Touaregs en particulier, qui bien sûr n'étaient pas sédentaires et qui étaient là au gré des saisons et des pâturages et qu'il fallait donc les scolariser aussi. Donc c'était une façon particulière de les scolariser. Il fallait faire des campements, il fallait les nourrir dans ces campements, il fallait faire en sorte que les parents amènent aussi à manger des vaches pour du lait, des céréales s'il le faut. Mais ces campements bougeaient aussi en fonction des pâturages et il fallait que l'instituteur
déménage avec. Donc c'est l'école qui suivait les élèves? L'école suivait les élèves et j'ai passé les 6 premières années de mon enfance dans ça. Je suis né à Tombouctou, j'ai beaucoup voyagé apparemment, c'est comme on m'a dit, à d'autres chameaux. Et mon père, évidemment, s'est déplacé avec le campement et ma mère faisait un peu l'infirmière, un peu la sage-femme. Et voilà, c'est une partie de ma vie, de notre famille qui a vécu. Les écoles existent toujours ou les écoles existent toujours, et elles se sont sédentarisées de plus en plus, elles sont de plus en plus nombreuses. Et j'ai eu la chance de retrouver encore des anciens élèves de mon père qui restent encore reconnaissants et qui nous accueillent vraiment avec beaucoup d'enthousiasme chaque fois qu'on les voit. Dans un récent discours, vous avez préconisé une charte du vivre ensemble. Oui, ce que je pense, c'est qu'il y a la crise aujourd'hui au Mali. Il y a une solution militaire qui est en train de se dérouler, mais une solution militaire n'est pas la solution. C'est une partie de la solution. Et je pense honnêtement aujourd'hui qu'il faut aussi un processus politique de sortie de crise. Dans ce processus politique, il y a plusieurs volets. Il faut bien sûr préparer les élections, il faut préparer un dialogue politique, mais il faut aussi définir une charte pour vivre ensemble et de vivre ensemble. Il faut codifier un certain nombre de règles pour que les gens se respectent, que les gens partagent des valeurs en commun et qu'ils acceptent un certain nombre de principes pour ne plus jamais retomber dans une situation comme ça. Quels sont les éléments essentiels de la charte? Non, je crois que les éléments essentiels, c'est d'abord de se respecter, de s'accepter. Je crois que ceci est très important, d'accepter la diversité les uns aux autres et de s'entraider, comme on l'a toujours fait dans des pays comme les nôtres, où la solidarité est une des valeurs les plus importantes. Je crois que ceci, en faisant en sorte que chacun puisse aider l'autre, je pense qu'on crée les conditions d'un savoir-vivre ensemble, d'un désir de vivre ensemble. Et ceci est extrêmement important dans la situation troublée qu'on connaît aujourd'hui. Et au niveau institutionnel? Au niveau institutionnel, il faut bien sûr remettre l'administration en place, c'est vrai. Il faut mettre en place des comités de vérité, de réconciliation, des commissions de dialogue. Vous savez, nous sommes dans des pays où il y a quand même des vieux réflexes. Il y a des catégories sociales qui sont chargées d'un certain nombre de choses. Nous avons les griots qui peuvent faire des choses, nous avons les religieux qui sont aussi une autorité morale, vous avez des chefs de village, des anciens. Vous avez, dans ce pays, il y a des canaux traditionnels de réconciliation, de dialogue, qui sont peut-être pas ailleurs, mais qui existent aujourd'hui, qu'on peut refaire vivre. Et on peut codifier tout ça pour se mettre d'accord. Vous savez, c'est un très vieux pays, un vieux où déjà en 1200 et quelques, on avait fait une sorte de charte pour définir l'Empire du Mali à l'époque. Et c'est là où on a créé des concepts genre cousinage à plaisanterie, on a créé on a stratifié un peu la société pour que justement un certain nombre de dérives ne soient pas. Où le roi, on peut se moquer de lui, on peut jouer du cousinage avec lui. Il y a des régions qui sont cousines, il y a des ethnies qui sont cousines. Donc voilà un certain nombre de valeurs qui existent et qu'il faut remettre en place pour... Il n'y a pas de traumatisme inhibiteur après la guerre? Oui, c'est toujours difficile après une guerre. C'est toujours difficile après une guerre. Celui qui a eu des douleurs dans sa famille, des souffrances dans sa famille, des malheurs dans sa famille, il est évident que c'est difficile pour lui de dire on passe d'un revers de main. C'est pour ça qu'une commission vérité et justice vous paraît nécessaire? C'est pour ça qu'il faut pouvoir parler pour se pardonner. Ça ne veut pas dire qu'on oublie. On arrive à pardonner si on met les choses sur la table, si chacun reconnaît ses erreurs, si chacun reconnaît ses fautes, et que l'ensemble de la société en prend conscience et en devient le témoin. Et je crois que c'est comme ça que la pression sociale elle-même permet d'aller de l'avant. C'est cette pression sociale, cet arbitre-là de tous les jours permet de passer outre certaines difficultés et certaines méfiances. Merci, Monsieur Soumaïla Cissé. Merci à vous. Merci pour votre attention. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site alqaratv.net. Bonsoir.